Donc dans ce contexte, on va essayer d'illustrer ces expansions par un cas mandibulaire. L'expansion maxillaire, vous en avez vu et revu. Je vais essayer de vous montrer 2-3 petits cas amusants au niveau de la mandibule pour essayer de vous montrer jusqu'où on peut aller maintenant dans ces manipulations d'expansion. Vous avez ici un patient tel qu'on en rêverait tous a priori d'avoir, c'est-à-dire une hauteur qui se chiffre en dizaines de millimètres à la mandibule. Et après préparation initiale, ce patient a reçu un comblement sous-sinusien, une préparation initiale de l'ensemble toujours guidée par un objectif prothétique, et vous voyez que dans ce contexte, eh bien, on va s'intéresser maintenant à la mandibule qui semble présenter un volume osseux tout à fait suffisant. Vous avez sur la diapositive en haut à gauche, vous avez une diapositive où vous voyez l'os avec l'implant qui aurait pu être mis nativement dans cet os-là, c'est-à-dire un implant incliné. Or, là, l'émergence serait linguale, nous ne sommes pas dans une adéquation d'axe prothétique, ça ne correspond pas du tout à un objectif ni prothétique ni physiologique. Dans les deux diapositives du bas, vous avez les deux implants qui sont placés donc dans le bon axe prothétique et en ligne rouge, matérialiser l'augmentation osseuse telle qu'on souhaiterait l'obtenir au bout du compte. Donc il va falloir corriger ce volume, et j'oserais presque dire on peut corriger avec tous les moyens, on peut faire une greffe autologue, on peut faire une régénération, on peut mettre un bloc allogénique, mais vous auriez constaté qu'avec ces trois techniques que j'ai décrites, nous avons un temps d'intégration qui sera nécessaire avant de venir poser l'implant. Donc un temps de remodelage des matériaux, d'intégration du matériau ou de l'os autologue avant de venir poser les implants, donc une échelle grosso modo de 4 mois. 4 mois après, on serait venu poser les implants, et on va regarder ce que ces ostéotomies-là peuvent nous amener. Donc voilà la crête ici mise à nu, un lambeau ici de pleine épaisseur est réalisé, vous voyez la crête avec sa face vestibulaire ici qui est extrêmement en creux, et une crête qui fait 2 mm à peu près en sa moyenne. Eh bien, une ostéotomie ici réalisée, et à l'époque je n'étais pas bien équipé et pas très riche, donc j'ai utilisé mes paralléliseurs pour pouvoir expanser ces sites-là. Je vois un petit sourire à côté. Donc je n'étais pas bien équipé, on va dire ça comme ça. Et donc cette expansion est réalisée après ostéotomie. Ça veut dire qu'on a coupé l'os, on a réalisé les incisions de décharge, en somme j'ai guidé la totalité de la fracture avant de chercher à faire l'expansion. Et ça c'est une importance essentielle dans l'expansion osseuse. L'expansion est jouée sur l'élasticité osseuse comme on l'a fait et comme je l'ai pratiqué il y a de longues années, comme ça nous était enseigné par Tatoum, peut présenter certains risques, peut présenter des résorptions osseuses secondaires à partir du moment où on ne pilote pas la fracture et à partir du moment où on ne vient pas anticiper les pertes volumétriques qui pourraient en résulter d'une expansion trop fine. Donc là, le lambeau est réalisé, l'ostéotomie, on voit l'espace médulaire qui commence ici à s'ouvrir. L'expansion ici est terminée, et vous voyez que dans ce contexte, on a une crête qui fait à peine 1 mm d'épaisseur en vestibulaire, à peine autant en lingual, et ce qui est intéressant d'observer, c'est ce flux sanguin qui est ouvert dans cet aspect médian. Et là, je pense que ça vous aura tous interpellé à ce stade-là, quel que soit le matériau que l'on va mettre à l'intérieur, il va se comporter comme un comblement intra-alvéolaire, comme un comblement post-fractionnel, donc extrêmement prévisible en termes de résultats. Le petit intérêt de cette ostéotomie également complémentaire, petit non moins, on va dire, intéressant, c'est que les implants vont pouvoir être placés dans cette phase-là. Alors, l'implant doit être stabilisé avec une stabilité primaire pour s'ostéo-intégrer, c'est un concept d'ostéo-intégration qu'on doit à Brenmark, et qui est tout à fait légitime. Sauf que, ici, la stabilisation, on ne va pas l'obtenir par cet os expansé, puisque l'os expansé, par principe, n'a pas de tension suffisante pour retirer l'implant, pour retenir l'implant, ni en rotation, ni en vissage, et ça va être le rôle de l'ostéosynthèse. Donc là, un premier implant est placé, et je dois vous faire un aveu, il a été placé avec une précelle, impossible de pouvoir le stabiliser donc comme un vissage naturel d'implant, donc il est venu avec un porte-implant, il a été placé, et puis il a été parallélisé avec le deuxième implant que vous voyez ici par des précelles. Donc le parallélisme a été obtenu, on va dire manuellement et de façon guidée, et la stabilité primaire est obtenue à travers cette vis qui est bicorticale. Nous avons ici une vis qui va passer du côté lingual, vestibulaire au côté lingual, engager les deux corticales, et le comblement est réalisé avec un matériau halogénique. De l'autre côté, c'est à peu près le même contexte. On voit dans ce contexte ici l'expansion qui est réalisée, l'ostéotomie cristale, et la technique ayant un tout petit peu été validée sur le cas précédent, j'avais évolué vers les expanseurs ici cylindriques qui ne viennent pas expanser, ils ne viennent que guider la fracture que j'ai déjà initiée. Donc ces expanseurs ne jouent pas de rôle
de compression. Ils ne font que venir compléter la fracture qui a déjà été initiée. Georges, une première question de Guy. Pourquoi décoller le périos dans ce cas-là en vestibulaire et pourquoi ne pas conserver ce périos? Alors, pourquoi décoller le périos? Vous le voyez sur cette diapositive ici, nous avons un trait de corticotomie apicale, à savoir qu'il y a un trait de fragilisation, de fracture. Comme je vous l'ai dit, mon principe dans ce contexte est d'essayer de guider systématiquement la fracture et de l'amener comme je la souhaite, à l'endroit où je la souhaite. Donc là, nous sommes en contexte mandibulaire, avec un os cortical qui va rester extrêmement vascularisé et qui va se revasculariser rapidement par l'ouverture de l'espace médulaire. Et je ferai tout à l'heure un petit peu la petite analogie avec une greffe de surface. Et dans le contexte où je fais un lambeau, il aurait fallu que je fasse un lambeau de demi-épaisseur pour pouvoir refermer au-dessus, mais je n'aurais jamais pu faire ma corticotomie apicale. Et si je ne fais pas ma corticotomie apicale, je vais me retrouver automatiquement avec une tension au moment de la fracture. C'est-à-dire, je peux faire mon ostéotomie verticale, je peux faire mes ostéotomies mésiales et distales, mais à partir du moment où je vais commencer à vouloir fracturer, je peux vous parier que ça ne va pas être la paroi vestibulaire qui est inclinée, qui est assez dense, qui va lâcher, ça va être la corticale linguale. Et à ce moment-là, on a perdu notre pari. Donc, ce lambeau pour moi, et je le préconise, et c'est quelque chose que je pratique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai tendance à vouloir observer, suivre toutes mes expansions, savoir exactement où je me place, exactement guider la fracture là où j'en ai besoin. Parce que l'os n'est pas régulier, on n'a pas un os qui est cylindrique, plutôt qui est parallèle, plutôt en termes de ses parois. Il a une paroi linguale en général plus ou moins inclinée, une vestibulaire qui peut être très anarchique dans sa géométrie. Et il faut par conséquent guider le trait de fracture pour pouvoir cliver des zones qui n'ont pas la même épaisseur. Et sans cette fragilisation apicale, la partie est perdue d'avance. Et dans ce contexte-là, on aura des échecs et des fractures et des fissures dans les zones où on ne les souhaite pas. Alors, il a été décrit dans la littérature, pardonne-moi, je t'interromps. Il a été décrit dans la littérature des ostéotomies initiales qui étaient faites et refermeture et réentrée secondaire, ça veut dire de faire une ostéotomie, de créer un remodelage osseux et de patienter et de revenir 6-8 semaines après, mais je ne trouve pas d'intérêt de la technique si ce n'est d'alourdir l'acte, de revenir 2 fois sur un site opératoire alors qu'on peut le gérer en un seul, et que secondairement cette fausse sécurité encore une fois qu'on se donne en se disant je garde mon lambeau, je garde mon côté vascularisé dans des crêtes osseuses corticales comme celle-ci ne pose pas de problème particulier. Et oui, Georges, vas-y. Et pour terminer, ce qui semble dans ce contexte être fondamental, c'est l'angiogenèse, et cette angiogenèse, elle va ici venir des puits médulaires. On a des puits médulaires qui sont extrêmement puissants en termes de saignement, et surtout les tissus mous périphériques vont pouvoir retrouver leur structure de surface. Il n'y a pas de changement de conformation ni au niveau de la tension, ni au niveau du plaquage des tissus, donc ça va se réattacher, comme vous allez le voir dans les réentrées, de façon assez puissante. Alors, autre question, donc on a bien compris, importance de